Nous sommes en Alaska, aux États-Unis en juin 1983. À la périphérie d'Anchorage, une ville isolée entre la toundra et les montagnes. Ici, la nuit semble durer plus longtemps que le jour, et le vent glacé traverse les routes désertes comme une plainte. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Un souffle saccadé fend le silence. Des pas précipités claquent sur le bitume mouillé. Une femme court, pieds nus, les poignets marqués par le métal. Le froid dévore sa peau, mais la peur la garde debout. Elle respire fort, avalant l'air humide qui brûle ses poumons. Derrière elle, un bruit. Des pas. Ou peut-être le vent. Elle ne sait plus. Son cœur cogne si fort qu'il couvre tout le reste. Elle trébuche, tombe, s'écorche les genoux, mais se relève aussitôt. L'obscurité l'avale. Seule la ligne blanche au centre de la route lui sert de repère. Chaque pas est une prière. Chaque seconde est un miracle. L'eau ruisselle sur son visage, se mêle à ses larmes. Elle regarde autour d'elle, perdue dans la brume. Aucun son, aucun moteur, rien. Le silence est total, presque inhumain. Puis, au loin, 2 points lumineux déchirent la nuit. Des phares. Elle croit rêver. La lumière grandit, approche, s'imprime sur la route. C'est un camion. Elle se met à hurler, « Il va me tuer !» Sa voix se perd dans le vent, à peine audible, mais son désespoir traverse tout. Ses bras s'agitent dans les airs, maladroits, entravés par une chaîne qu'elle tente de cacher. Le chauffeur ralentit, incertain. Dans un endroit pareil, on ne s'arrête pas. Pas à cette heure, pas pour une inconnue enchaînée qui surgit du brouillard. Mais quelque chose dans ses yeux le fige. La peur pure. La peur animale. Il freine, hésite encore, puis s'arrête. La portière s'ouvre dans un grincement métallique. La femme monte, tremble, se recroqueville sur le siège. L'homme démarre sans un mot. Pendant quelques secondes, seul le bruit du moteur remplit la cabine. Puis le chauffeur jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Une silhouette court derrière eux, une arme à la main, éclairée par les phares. L'homme crie quelque chose qu'ils n'entendent pas, puis s'arrête, immobile, tandis que le camion disparaît dans la nuit. Le souffle de la femme se calme peu à peu. Elle fixe la route, les yeux vides. L'homme veut parler, poser des questions, mais il n'ose pas. Il se contente de conduire. Enfin, d'une voix cassée, il murmure « Vous allez bien ?» Elle tourne lentement la tête vers lui, les lèvres tremblantes. « Il va me tuer. » Le silence retombe. Le bruit régulier des essuie-glaces devient une horloge. Dehors, la forêt d'Alaska défile, indifférente. Et quelque part, loin derrière eux, sous la pluie et le vent, un homme s'arrête au milieu de la route. Il fixe la direction qu'a prise le camion et sourit. Le camion s'éloigne dans la nuit, emportant avec lui la seule survivante. Derrière eux, la route se vide à nouveau, avalée par le brouillard. Le silence retombe sur Anchorage. Quelques jours plus tard, la neige a fondu, laissant la terre nue et détrempée. Le printemps revient timidement, mais le froid reste, obstiné, ancré dans les os. Au nord de la ville, 2 chasseurs avancent lentement dans la plaine. Leurs bottes s'enfoncent dans la boue glacée, leur respiration s'élève en nuages. Ils suivent des traces d'élan, vieilles de quelques heures, guidés par l'habitude plus que par l'espoir. Autour d'eux, la toundra s'étire à perte de vue, une étendue grise, ponctuée de troncs morts, balayés par le vent. Rien ne bouge, sauf eux. L'un d'eux s'arrête soudain. À quelques mètres, quelque chose dépasse du sol. Une forme pâle, à peine visible entre la mousse et la neige. Il s'approche, hésitant, penche la tête. Ce n'est pas une pierre. Ce n'est pas un animal. C'est une main. Un frisson lui traverse le dos. Il appelle son compagnon, la voix plus basse qu'un souffle. Ensemble, ils grattent la surface avec précaution. La terre est dure, collante, mêlée de givre. Peu à peu, le visage apparaît, une femme, jeune, les yeux fermés, la peau presque translucide. Ses cheveux clairs s'accrochent à la boue gelée. Le plus vieux recule d'un pas. Il sait ce qu'il voit, mais son esprit refuse encore de l'admettre. Leurs regards se croisent. Aucun mot ne sort. Le vent s'est arrêté, comme s'il observait lui aussi. Il marque l'endroit avec une écharpe avant de repartir chercher de l'aide. En quittant la clairière, le plus jeune se retourne une dernière fois.
Dans cette lumière blanche, le corps semble dormir. Mais ce n'est pas le sommeil. C'est le froid qui conserve, qui emprisonne tout. Quelques heures plus tard, les policiers arrivent. Les pneus des véhicules laissent de longues marques dans la boue gelée. Le ciel est bas, lourd, presque métallique. Le chef d'équipe descend de sa voiture, relève son col, et s'avance. Le sol craque sous ses pas. L'odeur de fer et de terre humide lui monte à la gorge. Le corps repose à moitié découvert, tourné vers le ciel. Une chemise à carreaux, un jean, pas de chaussures. Au poignet, de fines marques bleutées. Près du visage, un morceau de bande gaz, collé par la boue. Le médecin légiste le soulève doucement. Il n'a pas de doute, ce tissu n'est pas tombé là par hasard. Quelqu'un l'a posé. Plus loin, un agent appelle, il a trouvé 2 douilles métalliques. Calibre 223. Le genre de munition que beaucoup d'hommes d'ici utilisent pour la chasse. Le chef se penche, observe le sol. Pas de traces de lutte. Pas de pas récent. L'endroit est isolé, parfait pour cacher ce qu'on ne veut pas qu'on retrouve. Le vent recommence à souffler. Les feuilles mortes se soulèvent, tournent autour du corps comme une poussière d'hiver. L'un des officiers murmure, elle est là depuis des mois. Personne ne répond. Le silence revient, épais, presque religieux. Le corps est finalement placé dans un sac noir. L'hélicoptère décolle dans un nuage de neige et de boue. En quelques secondes, tout est effacé. Il ne reste plus que les empreintes de pneus et les piquets de marquage, plantés dans cette terre froide. Un des policiers reste encore un instant. Il observe la plaine, immense et vide. La rivière serpente au loin, invisible sous la glace. Il sent dans l'air quelque chose d'étrange, une tension sourde. Comme si ce lieu respirait encore. Comme s'il n'avait pas livré tous ses secrets. Il a raison. Sous la surface gelée, à quelques kilomètres de là, d'autres corps reposent, alignés, oubliés. Et pour l'homme qui les a enterrés, cette plaine n'est pas un cimetière. C'est un territoire. Un terrain de chasse. L'hélicoptère s'éloigne, emportant le corps sans nom. Le vent retombe, la toundra retrouve son calme. Quelques kilomètres plus loin, la ville d'Anchorage s'étire lentement sous un ciel gris. Des blocs de béton, des enseignes lumineuses, des routes verglacées. Ici, la vie continue comme si rien ne s'était passé. Les moteurs grondent, les bars ouvrent, et personne ne regarde vraiment la montagne au nord. Nous sommes en 1980, dans une ville en pleine mutation. Anchorage, c'est la dernière frontière des États-Unis, un endroit où l'on vient pour recommencer à zéro, où personne ne pose trop de questions. Le chantier du gigantesque oléoduc Trans-Alaska a attiré des milliers d'ouvriers venus de tout le pays. Des hommes seuls, payés en liquide, qui dorment dans des motels et dépensent leur salaire le soir dans les bars et les clubs de striptease du centre-ville. L'alcool coule, la musique est forte, et les rues brillent d'un vernis sale. La ville respire la fatigue et la survie. Chaque coin de rue est un mélange de solitude, de violence et d'espoir mal placé. Les enseignes clignotent jusqu'à l'aube, des visages se croisent, s'effleurent, puis disparaissent. Dans ce chaos, certaines personnes passent inaperçues, les femmes qui travaillent la nuit, celles qu'on appelle sans les regarder, qu'on oublie aussitôt la porte refermée. À Anchorage, elles sont des dizaines, venues du sud ou de l'ouest, persuadées de pouvoir gagner assez pour rentrer chez elles un jour. Peu y parviennent. Chaque semaine, 1 ou 2 d'entre elles disparaissent. Parfois, leurs amis signalent leur absence, parfois, personne ne le fait. Et quand la police reçoit un appel, elle note le nom sur un bout de papier, soupire, et referme le dossier presque aussitôt. Elle a dû partir dans la grande ville voisine, dit-on. Ou, c'est une fugue. En Alaska, on disparaît souvent. Le territoire est immense, les routes sont longues, les tempêtes imprévisibles. Les accidents arrivent tous les jours, un avion s'écrase, un bateau coule, un randonneur ne revient pas. Alors, une femme de plus ou de moins ce n'est pas une priorité. Dans les commissariats, les visages changent, mais les discours restent les mêmes, pas de preuves de crime, pas de crime. Les rares agents qui s'inquiètent sont vite découragés. Les moyens manquent, les dossiers s'empilent, et l'opinion publique préfère ne rien voir. La ville vit dans une indifférence polie, comme si la disparition faisait partie du décor. Anchorage est un paradoxe, à la fois une ville de pionniers et un refuge pour les fuyards. On y croise des mineurs, des chasseurs,
des aventuriers mais aussi des anciens prisonniers, des déserteurs, des trafiquants. Chacun fuit quelque chose, un passé, une dette, un nom. L'anonymat est une monnaie précieuse. On y achète le silence, on y vend la confiance. Et dans cet anonymat, le mal prospère. La nuit, les ruelles du centre-ville se remplissent de rires forcés et de pas pressés. Des hommes aux mains calleuses échangent des billets contre quelques heures d'illusion. Les clubs au néon rouge ferment tard, parfois à l'aube, et les filles disparaissent par la porte de derrière, montant dans des voitures qu'on ne reverra plus. Certaines reviennent le lendemain, d'autres jamais. Et quand on en parle, c'est toujours de la même façon, elle a trouvé un autre client, elle a dû déménager, elle avait des problèmes. Les journaux locaux évoquent parfois une découverte macabre, un corps retrouvé dans la rivière, un autre dans une clairière. On parle d'accidents, d'animaux, de tempêtes. Personne n'imagine que quelqu'un puisse les y avoir laissés. Pas ici, pas dans cette ville trop petite pour un monstre. Et pourtant, dans les bars, les rumeurs circulent. On dit qu'un chasseur s'aventure parfois trop loin. Qu'il connaît la toundra mieux que personne. Qu'il emmène ses proies là où personne ne les cherche. Mais ce ne sont que des histoires. Dans un endroit comme Anchorage, les histoires ne manquent pas. Et la plupart des habitants préfèrent les oublier plutôt que d'y croire. Le shérif adjoint de l'État, lui, note malgré tout un détail troublant. Toutes les femmes disparues depuis 2 ans se ressemblent. Jeunes, blondes pour la plupart, travailleuses de la nuit. Elles ont toutes accepté de suivre un homme inconnu. Promesses d'argent facile, séances photos ou simple dîner. Des rendez-vous qui ne laissent aucune trace. Pourtant, personne ne relie ces cas entre eux. Les services de police sont dispersés, les bases de données incomplètes, les signalements rarement mis à jour. Ce n'est que plus tard qu'on comprendra, ces disparitions formaient déjà un motif, une carte invisible dessinée autour d'Anchorage, et chaque point marquait un endroit où quelqu'un avait chassé. En attendant, la ville continue de vivre. Les avions décollent au-dessus des montagnes, les bars se remplissent chaque soir, et les journaux parlent d'économie, de pêche, de neige. Rien sur les filles disparues. Rien sur les corps. Rien sur la peur. Dans les motels, les femmes ferment la porte à double tour, sans vraiment y croire. Elles dorment peu, surveillent les fenêtres. Certaines parlent d'un homme à lunettes, poli, discret. D'autres disent qu'il offre toujours les mêmes mots, « je veux juste faire quelques photos ». On les écoute, on sourit, on passe à autre chose. Et dehors, dans la nuit qui ne finit jamais, le vent de l'Alaska souffle encore. Il traverse les forêts, siffle sur la rivière gelée, caresse les montagnes où la neige recouvre tout. Comme si le paysage lui-même voulait effacer ce qu'il a vu. Car dans cette ville où tout le monde fuit quelque chose, personne ne cherche vraiment à savoir qui disparaît. Pendant que la ville s'endort, un autre homme se réveille. Dans une petite rue tranquille d'Anchorage, les lampadaires jettent une lueur jaune sur une vitrine encore allumée. À l'intérieur, une silhouette s'affaire derrière un comptoir. L'odeur du pain chaud se mêle à celle du café noir. Chaque matin, à 4 heures, il ouvre sa boulangerie avant que la ville ne se réveille. Ses clients l'appellent Bob. Robert Hansen. Mari fidèle, père de 2 enfants, artisan respecté. Les policiers du coin viennent souvent prendre un café avant leur service. Ils discutent avec lui quelques minutes, plaisantent, le remercient pour sa gentillesse. Il connaît leurs prénoms, leurs enfants, parfois même leur date d'anniversaire. Robert hoche la tête, sourit timidement. Il bégaye un peu quand il parle trop vite, ce qui rend sa voix douce, presque fragile. On dit de lui qu'il est serviable, discret, incapable de faire de mal à une mouche. Le soir, quand les enseignes s'éteignent et que la ville se vide, il ferme sa boutique, monte dans son pick-up et rentre chez lui. Une petite maison de banlieue, simple, sans rien de remarquable. À travers la fenêtre, on aperçoit parfois sa femme, Darla, corrigeant des cahiers d'école. Elle enseigne dans un établissement voisin. Leur vie semble tranquille, presque ennuyeuse, un couple sans histoire, 2 enfants sages, un chien qui aboie quand les voisins passent. Dans le garage, pourtant, se cache une autre partie de lui. Des étagères couvertes d'armes à feu, des arcs soigneusement suspendus, des fusils entretenus avec une minutie presque religieuse. Les murs sont décorés de trophées, des têtes de caribou, des ours empaillés, des peaux étalées sur le sol. Chaque bête a son histoire, chaque cicatrice un souvenir.
Robert Hansen est un chasseur passionné. C'est d'ailleurs ainsi qu'il s'est fait connaître dans toute l'Alaska, un tireur exceptionnel, un homme de nature, respecté pour sa précision et sa patience. Quand il parle de chasse, ses yeux brillent. Il aime décrire la sensation du froid qui pénètre la peau, le silence avant le tir, le souffle qu'on retient. Il explique que la forêt lui apporte une paix que la ville ne peut pas offrir. Là-bas, il dit, tout est juste, le prédateur et la proie, le vivant et le mort. Pas de mensonge, pas de tricherie. Seulement la loi naturelle. Ses amis l'écoutent avec admiration. Ils voient en lui un homme libre, un symbole de l'Alaska, rude, courageux, ancré dans la terre. Il aime aussi voler. Dans un petit hangar à la périphérie de la ville, un avion porte son nom. Hansen s'y rend souvent seul, même la nuit. Il prétend qu'il y trouve du réconfort, que le ciel le calme. Certains soirs, des témoins disent l'avoir vu décoller à des heures étranges, avant l'aube ou juste après minuit, disparaissant au-dessus des montagnes avant de revenir à la lumière du matin. On lui demande parfois ce qu'il fait là-haut. Il répond toujours la même chose, je chasse les loups. Ses proches n'y voient rien de mal. Après tout, ici, tout le monde chasse. Et lui, le petit boulanger timide, n'a jamais donné la moindre raison de se méfier. Même son passé, il l'a laissé derrière lui, loin d'Anchorage. Il n'en parle jamais. Les rares fois où quelqu'un évoque son enfance, il esquisse un sourire gêné, puis détourne la conversation. Ceux qui le connaissent depuis des années le décrivent comme un homme rangé, travailleur, respectueux. Le type même qu'on croise tous les jours sans jamais le remarquer. Pourtant, derrière ce visage sans histoire, quelque chose s'agite. Sous la surface, il y a une tension constante, une rage contenue. Il la dissimule bien, un mot doux à sa femme, un gâteau offert à un voisin, un sourire au policier qui vient acheter son café. Mais dès qu'il se retrouve seul, ses gestes changent. Son regard se durcit. Ses mains tremblent légèrement, comme si elles cherchaient déjà la détente d'une arme. Dans sa chambre, il garde une boîte métallique qu'il ouvre parfois en pleine nuit. À l'intérieur, quelques bijoux, une montre, un pendentif doré. Des objets qui ne lui appartiennent pas. Il les touche du bout des doigts, les observe longuement avant de refermer la boîte. Puis il retourne se coucher, paisiblement, à côté de sa femme endormie. Le lendemain, il sourira comme toujours, servira ses clients, discutera de la météo. Personne ne remarquera la fatigue dans ses yeux ni la tache de boue séchée sur sa manche. Personne ne devinera qu'il a passé la nuit dehors, quelque part dans les plaines au nord. En apparence, Robert Hansen incarne tout ce que cette ville valorise, le travail, la famille, la discrétion. Il est le genre d'homme qu'on remercie pour ses services, qu'on félicite pour ses enfants, qu'on cite en exemple. Et c'est précisément ce qui le protège. Car dans une ville où l'on ferme les yeux sur tant de choses, personne ne regarde vraiment les mains du boulanger. Des mains solides, couvertes de farine le jour. Et tachées d'autre chose, la nuit. Le jour se lève sur Anchorage. Dans sa boulangerie, Hansen range les derniers plateaux, nettoie le plan de travail, puis sort par la porte arrière. Le ciel est bas, couleur de plomb. Il monte dans son pick-up, ajuste ses lunettes et démarre. Il dit à sa femme qu'il doit aller voir un ami. En réalité, il va chasser. Mais ce matin-là, sa proie ne porte pas de fourrure. Cindy Paulson attend dans la rue, près d'un vieux motel du centre. 17 ans, visage fermé, les bras croisés sur une veste trop fine. Elle regarde les voitures passer sans les voir vraiment. À Anchorage, c'est un métier comme un autre, au moins pour survivre. L'hiver est rude, la vie aussi. Une voiture s'arrête à sa hauteur. Un homme seul, lunettes épaisses, polo beige. Il ne semble pas menaçant. Il lui propose $200 pour 1 heure, et elle accepte sans réfléchir. Elle monte à bord. L'intérieur du véhicule sent le cuir et le froid. Le moteur ronronne doucement. Mais à peine la porte refermée, tout bascule. Elle sent le métal sur son poignet, puis le cliquetis sec des menottes. Son cœur s'emballe. L'homme ne dit rien, il garde les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. Quand elle tente de crier, il sort un pistolet de la boîte à gants et le pose sur ses genoux, comme un avertissement silencieux. Il roule longtemps, quitte la ville, s'enfonce dans une zone industrielle, puis dans une rue étroite bordée de maisons sans lumière. Il la fait descendre, la guide vers le sous-sol d'une maison banale.
L'air y est lourd, humide. Il allume une lampe. Cindy voit d'abord la table de billard, le canapé, puis les murs. Des têtes d'animaux alignées, des peaux suspendues, des fusils soigneusement accrochés. Le sous-sol d'un chasseur. Mais ici, tout semble trop ordonné, trop précis. Il lui passe une chaîne autour du cou, l'attache à une poutre de bois au centre de la pièce. Son visage est calme, presque doux. Il s'excuse pour les menottes, lui dit qu'il veut simplement qu'elle reste tranquille. Il parle avec un léger bégaiement, comme un homme nerveux, pas comme un monstre. Puis il la viole sans un mot, avant d'aller s'allonger sur le canapé, juste à côté. Ne bouge pas, je dors un peu. Ses yeux se ferment. La respiration devient régulière. Cindy reste immobile. Elle regarde autour d'elle. Chaque détail s'imprime dans sa mémoire, le tapis en peau d'ours, la lampe jaune, le bruit du réfrigérateur. Sur une étagère, elle distingue une boîte métallique entr'ouverte. À l'intérieur, des bijoux. Beaucoup de bijoux. Des colliers, des boucles d'oreilles, un pendentif en forme de flèche. Tous soigneusement rangés. Elle comprend qu'elle n'est pas la première. Le temps s'étire. L'homme dort. Elle tire doucement sur la chaîne, tente de dégager le crochet, sans succès. Ses poignets brûlent, la peur lui ronge la gorge. Elle se concentre sur le moindre son, le souffle du monstre, le craquement du bois, le tic-tac d'une horloge invisible. Quand il se réveille, il la regarde longuement, comme on observe un animal capturé. Puis il dit, d'une voix douce, « Je t'aime bien. J'ai envie de t'emmener voir ma cabane, dans les bois. Tu vas adorer. » Cindy comprend alors qu'il ne compte pas la relâcher. Il parle avec tendresse, mais dans ses yeux, il n'y a rien. Seulement cette froideur clinique qu'elle reconnaîtra plus tard sur toutes ses photos. Il lui enfile une veste, la guide dehors, vers le garage. La lumière du jour l'aveugle. Dans le coffre de la voiture, elle aperçoit un sac, des cordes, un fusil. Il l'installe à l'arrière, sous une couverture kaki. La couverture sent le métal et la peur. Pendant qu'il charge le véhicule, elle pense vite. Elle retire discrètement ses baskets bleues, les pousse sous le siège. Si elle disparaît, quelqu'un les trouvera peut-être. C'est tout ce qu'elle peut faire. Puis le moteur démarre. Il roule longtemps. Cindy tente de compter les virages, les secondes. Chaque minute devient une éternité. À travers la couverture, elle entend le bruit sourd des avions. Il s'arrête, coupe le moteur, sort. Des voix lointaines. Elle comprend qu'ils sont sur un aérodrome. L'homme ouvre la portière, soulève quelque chose dans le coffre, referme. Il fait des allers-retours entre la voiture et son petit avion. C'est à ce moment-là qu'elle agit. Elle pousse la couverture, se redresse et bondit hors du véhicule. L'air froid lui déchire la poitrine. Elle court pieds nus sur le bitume, menottée, le souffle court. Derrière elle, personne ne crie. Seul le vent siffle entre les hangars. Elle court sans regarder en arrière, jusqu'à atteindre la route. Un camion ralentit. Le chauffeur voit cette fille à moitié nue, couverte de boue et de sang. Il s'arrête sans réfléchir. « Il va me tuer », répète-t-elle, haletante. « Il va me tuer ». Le conducteur la couvre d'une veste et l'emmène directement dans un motel du coin. Elle refuse d'aller à l'hôpital, trop paniquée. Elle veut juste se cacher. Quelques heures plus tard, un policier frappe à la porte. Elle ouvre, menottée, tremblante. Il lui parle doucement, essaie de comprendre. Peu à peu, les mots sortent. Elle raconte tout. Le chasseur, la cave, les trophées, la fuite. Le policier prend des notes, reste silencieux. À mesure qu'elle parle, il sent que cette histoire n'est pas celle d'une menteuse. Les détails sont trop précis, trop cohérents. Il l'emmène à l'aérodrome. Là, Cindy pointe du doigt un petit avion blanc et vert. C'est celui-là. L'immatriculation est claire. Les registres indiquent Robert Hansen. Le policier respire lentement. Il connaît ce nom. Tout le monde le connaît. C'est le boulanger. Quand ils se rendent chez lui, Hansen est calme. Il nie, rit même un peu. Il parle d'un malentendu. Il dit que la fille ment, qu'elle cherche de l'attention ou de l'argent. Il montre ses trophées, ses armes, ses factures. Tout est légal, tout est propre.
Son alibi est solide, son ami confirme qu'ils étaient ensemble toute la nuit. L'affaire semble vaciller. Les jours passent, et le doute s'installe. Les officiers hésitent. Cindy est jeune, prostituée, sans famille, sans témoin. Lui est marié, père, connu de la police, apprécié. Les mots de la jeune femme s'éteignent dans les couloirs du commissariat. On écrit son témoignage, on le classe, on l'oublie. Mais le policier, lui, n'oublie pas. Il revoit les traces sur ses poignets, la peur dans ses yeux. Et au fond, quelque chose lui dit qu'elle dit vrai. Parce qu'il sait reconnaître la peur authentique, celle qui ne s'invente pas. Et pendant que le dossier prend la poussière, quelque part au nord de la ville, un avion redécolle. La neige a recommencé à tomber sur Anchorage. Les traces de pas disparaissent en quelques minutes, comme si la ville refusait de garder les preuves. Dans le bureau du commissariat, le policier Greg Baker fixe la pile de dossiers devant lui. Le rapport de Cindy Paulson est là, tout en haut. Il l'a lu des dizaines de fois. Il connaît chaque mot, chaque détail. Et pourtant, il n'arrive pas à tourner la page. Ses collègues lui répètent que cette affaire est close. Une fille de la rue, Greg. Ça arrive tous les jours. Il hausse les épaules, retourne à leur café. Lui ne peut pas. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne colle pas. Trop de précision dans les descriptions, trop de cohérence dans la peur. Et surtout un nom. Robert Hansen. Ce nom ne le quitte plus. Chaque soir, après son service, il retourne dans le bureau vide. Il ouvre les vieux classeurs, fouille les archives jaunies, compare les signalements de disparition. Des femmes, toujours jeunes, souvent blondes, toutes portées disparues dans les mêmes quartiers. Des dossiers oubliés, à moitié remplis. Il en compte 15, puis 17. Et la plupart ont disparu après avoir accepté un rendez-vous avec un inconnu. Plus il avance, plus il sent le froid dans son dos. Parce qu'il comprend. Cette histoire ne s'arrête pas à Cindy. Elle commence avec elle. Il relit les premières lignes du rapport, le suspect portait des lunettes épaisses. Il parlait doucement, bégayait légèrement. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans sa cabane. Tout y est. Et il revoit le visage d'Hansen, son calme, son assurance. Ce n'est pas un fou. C'est un homme méthodique. Alors il décide d'aller plus loin. Il demande discrètement à un collègue de la police d'État d'ouvrir une recherche sur le passé judiciaire de Robert Hansen. Ce n'est pas autorisé, mais il s'en moque. Quelques jours plus tard, un dossier lui parvient, épais, usé, couvert de tampons. Il le parcourt d'un regard. Et là, tout s'effondre. Hansen a déjà été arrêté. En 1971, pour enlèvement et agression. 5 ans de prison. Relâché au bout de 6 mois pour bonne conduite. Baker ferme le dossier, le cœur battant. Le même profil, le même schéma, une femme enlevée, menottée, violée. Tout ce qu'a décrit Cindy. Comment un homme avec un tel passé a-t-il pu redevenir le boulanger modèle d'Anchorage ? Comment personne ne s'en est rendu compte ? Il comprend soudain que le monstre n'est pas seulement Hansen. C'est tout le système qu'il a laissé chasser librement pendant plus d'une décennie. La nuit suivante, il rentre chez lui, mais il ne dort pas. Il pense à Cindy, à sa voix tremblante, à la chaîne autour de son cou. Il pense aussi à ces femmes dont les dossiers dorment encore dans des tiroirs. Et il se promet de les réveiller toutes. Le lendemain matin, il se rend directement au poste de la police d'État. Dans le hall, le capitaine, un homme aux épaules larges et au regard fatigué, l'accueille avec méfiance. Baker dépose le dossier sur son bureau. « Je crois que vous avez un tueur en série dans la ville. » Le silence s'empare de la pièce. Le capitaine le fixe, puis éclate d'un rire bref. « Vous vous basez sur quoi ? Sur le témoignage d'une prostituée ? » Baker serre les poings. Il raconte tout, sans reprendre son souffle, la description du sous-sol, la carabine, les bijoux, les menottes, l'avion. Puis il sort la fiche judiciaire d'Hansen et la pose sur le bureau. Le silence revient, plus lourd cette fois. Le capitaine prend le dossier, lit les premières lignes, puis relève la tête. Il ne rit plus. Quelques heures plus tard, un groupe d'enquêteurs est réuni. Ils étalent les cartes, les dossiers, les rapports d'autopsie. Les photos des corps retrouvés dans la toundra s'alignent sur la table.
Tous présentent le même schéma, bande gaz, balle dans le dos, même calibre, même zone isolée. Hansen revient dans chaque détail, comme une ombre. Mais il manque encore quelque chose, une preuve concrète, une raison légale de fouiller sa maison. Baker le sait. Sans mandat, ils ne peuvent rien faire. Et Hansen est prudent. Il ne laisse aucune trace, aucun témoin. La frustration monte, la tension aussi. Pendant plusieurs semaines, Baker continue seul. Il retourne voir les témoins des affaires passées, interroge les familles, compare les armes déclarées, consulte les registres d'aviation. À force de recouper, il découvre que le petit avion d'Hansen a survolé à plusieurs reprises la zone où les corps ont été retrouvés. Les dates coïncident presque toujours avec des disparitions signalées en ville. Ce n'est plus une intuition. C'est une certitude. Baker note tout, compile chaque détail, chaque heure de vol, chaque point sur la carte. La toundra prend forme, devient un motif. Au centre, Anchorage. Autour, des cercles. Comme des marques sur une cible. Un soir, il s'arrête devant le tableau couvert de photos. Les visages des femmes le fixent, comme si elles attendaient qu'il fasse le lien. Il murmure leurs noms, les uns après les autres. Et au milieu d'eux, celui de Cindy. La seule encore en vie. Mais il sait que tant qu'il n'aura pas de preuves matérielles, Hansen restera intouchable. Il a besoin d'aide, d'une approche différente. Quelqu'un capable de comprendre la psychologie du monstre qu'il traque. Alors il prend une décision. Il va contacter Quantico. Quelques jours plus tard, un fax grésille dans le bureau du capitaine de police de la ville. Un message venu de Virginie. Le FBI accepte de collaborer. À Quantico, un nom se détache, John Douglas, fondateur de l'unité des sciences du comportement, la première cellule de profilage criminel des États-Unis. À cette époque, le concept est encore neuf, presque expérimental. Les policiers traditionnels n'y croient pas vraiment. Mais Baker, lui, n'a plus rien à perdre. Les dossiers partent par avion, rapports d'autopsie, photographies, témoignages, dates, cartes, relevés balistiques. Tout ce qu'ils ont sur le tueur d'Anchorage est empilé dans une enveloppe scellée, sans mention du suspect. Douglas veut partir d'une page blanche. Il s'enferme dans son bureau pendant des jours. Sur le mur, les photos des victimes s'alignent. Toujours le même regard, le même profil, la même posture dans la mort. Des femmes abandonnées, rhabillées avec soin. Des symboles de contrôle. Pour Douglas, cela ne fait aucun doute, le tueur ne cherche pas seulement à tuer. Il cherche à reprendre le pouvoir. Le profilé commence à écrire. Homme blanc, entre 35 et 45 ans. Marié, père de famille. Méticuleux, stable en apparence. Travaille seul, probablement à son compte. Passion pour la chasse, connaissance précise du terrain. Probable bégaiement ou trouble de l'élocution. Une estime de soi fragile, compensée par un besoin de domination totale. Il ne tue pas par colère, mais pour se sentir vivant. Douglas s'arrête, relit, puis griffonne une dernière phrase, il garde des trophées. Pour lui, ces objets, bijoux, vêtements, souvenirs, ne sont pas de simples prises. Ils prolongent le contrôle, permettent au tueur de revivre chaque scène encore et encore. C'est ce qui le nourrit, ce qui le pousse à recommencer. Quand le rapport arrive à Anchorage, Baker reste figé devant les pages. Tout correspond. Le portrait, la personnalité, le mode opératoire jusqu'au détail du bégaiement. Hansen. Il n'a plus de doute. Ce document est plus qu'une analyse, c'est une arme. Pour la première fois, le FBI vient de leur donner le langage pour décrire un monstre qu'ils ne comprenaient pas. Mais il reste un obstacle. La loi. Sans preuve tangible, aucune perquisition n'est possible. Douglas leur conseille d'utiliser son rapport pour construire une demande de mandat. Il rédige avec eux une note de 48 pages, la première de l'histoire américaine fondée sur un profil psychologique. Le juge hésite, lit, relit. Puis il signe. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Baker respire un peu. Il sait que, bientôt, ils entreront enfin dans la maison du boulanger. Et qu'ils verront ce qu'il cache derrière ces murs. Le mandat vient d'être signé. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire américaine, une perquisition sera menée sur la base d'un profil psychologique.
Baker garde la feuille dans sa main quelques secondes avant de la poser sur la table. Le papier tremble légèrement. Ce soir-là, il ne s'agit plus de théorie. Il s'agit d'un homme, d'une maison, et peut-être de la fin d'un cauchemar. L'aube se lève sur Anchorage. L'air est coupant, les vitres givrées. 3 véhicules sans marquage s'arrêtent devant la maison de Robert Hansen. À l'intérieur, la lumière est déjà allumée. Il est en train de préparer le café. Sa femme range la vaisselle. Quand la porte s'ouvre brusquement, il se fige, tasse à la main. Les agents entrent, ordonnent à tout le monde de reculer. Hansen lève les yeux, surpris, puis tente un sourire. Il le menotte sans violence. Il ne résiste pas. Son visage reste neutre, presque perplexe. Il répète qu'il ne comprend pas, qu'il y a erreur. Pendant qu'on le conduit vers la voiture, il tourne la tête vers sa femme. Elle reste figée, la main sur la bouche. Le moteur démarre. Pendant ce temps, une seconde équipe entre dans la maison. Tout est propre, ordonné, trop ordonné. Les placards sentent le savon, les draps sont pliés avec soin. Mais au sous-sol, la lumière jaune vacille. Là, tout est différent. Les agents découvrent un atelier d'armes, un établi couvert de douilles et de fusils démontés. Sur une étagère, des boîtes métalliques. À l'intérieur, des bijoux. Chaque boîte contient une collection différente. Une des agentes s'arrête, le souffle court. Elle reconnaît le pendentif décrit par Cindy Paulson. Dans une armoire verrouillée, il trouve une carte topographique de l'Alaska. De minuscules croix rouges y sont tracées à la main, dispersées autour d'Anchorage, le long des rivières, jusque dans la toundra. Les points sont trop précis pour être aléatoires. Chaque croix semble marquer une tombe. À quelques kilomètres de là, au commissariat, Hansen s'assoit dans la salle d'interrogatoire. Devant lui, Baker et un agent du FBI. Le boulanger garde son calme. Il parle lentement, cherche ses mots, bégaye légèrement. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. » Son ton est poli, presque sincère. Baker dépose les premières photos sur la table, Sherry Morrow, Joanna Messina, Paula Goulding. 3 visages figés dans la mort. Hansen détourne le regard. « Je ne les connais pas. » Puis d'autres clichés s'ajoutent, les lieux de découverte, les balles retrouvées, la bande gaz. Hansen serre les poings. Sa respiration change à peine, mais Baker le voit, un micro-mouvement, une crispation dans les mâchoires. Le silence s'étire. Au même moment, dans le garage de la maison, un agent soulève une dalle du sol. En dessous, une cache métallique. À l'intérieur, un fusil, un revolver, un couteau de chasse et plusieurs boîtes de munitions. Les numéros de série correspondent à ceux inscrits sur les rapports balistiques. Le fusil, surtout, est une signature. C'est celui qui a tué Sherry Morrow. La radio grésille. Le message arrive dans la salle d'interrogatoire. Baker l'entend sans bouger. Il lève les yeux vers Hansen. « Ils ont trouvé votre fusil. » L'homme ne répond pas. Son regard se perd dans le vide. Ses doigts tapotent doucement sur la table, comme s'il comptait les secondes. Puis il murmure « Je veux un avocat ». Baker se lève lentement, quitte la pièce. Dans le couloir, il s'appuie contre le mur, ferme les yeux. Il sait qu'ils viennent d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus. La perquisition dure toute la journée. On sort des sacs, des armes, des souvenirs. Les agents photographient chaque objet, notent chaque détail. Dans le jardin, un chien renifle la terre près du hangar. Les fouilles reprendront le lendemain, quand la lumière sera meilleure. Le soir, dans les bureaux du commissariat, les photos de la carte topographique sont affichées sur le mur. 21 croix rouges. 21 possibles sépultures. Le silence règne. Seul le bruit des néons accompagne la découverte. Baker s'approche, pose un doigt sur la première croix, puis la deuxième. Chaque point est une promesse de vérité. Mais derrière chacune, il y a un nom qu'il faudra retrouver. Et pendant que les agents continuent de fouiller la maison du boulanger modèle, Hansen, dans sa cellule, reste assis sur sa couchette, les mains croisées. Son regard ne trahit rien. Il sait qu'ils ont ouvert la première boîte. Mais il sait aussi qu'ils n'ont pas encore trouvé tout le reste. Dans sa tête, la carte continue d'exister. 21 croix. 21 histoires. Et quelque part,
dans la toundra, sous la neige, le terrain de chasse du boulanger attend encore d'être entièrement mis au jour. La nuit est tombée sur Anchorage quand Robert Hansen accepte enfin de parler. 3 jours se sont écoulés depuis son arrestation. Il n'a presque rien mangé. Il a observé le plafond de sa cellule, compté les heures, puis demandé à voir les enquêteurs. Baker entre le premier, suivi d'un agent du FBI. Sur la table, une carte, un enregistreur, un carnet. Hansen fixe la carte comme s'il retrouvait un vieil ami. Il commence d'une voix calme, presque plate. « Vous voulez savoir où elles sont ?» Baker ne répond pas. Il pose le stylo, appuie sur le bouton rouge de l'enregistreur. « Il y en a plusieurs », reprend Hansen. Il cherche ses mots, le regard fuyant. « J'ai marqué les endroits. Avec des croix. » Il tend un doigt tremblant vers la carte. Il désigne la première marque, près de la rivière. Là, c'était Chérie. Elle a couru plus longtemps que les autres. Puis il passe à une autre. Celle-là, je ne me souviens plus de son nom. Elle criait. J'ai attendu qu'elle s'arrête. Sa voix reste calme. Aucune émotion, aucune hésitation. Il raconte comme un homme qui décrit une simple partie de chasse. Par moments, il se tait, ferme les yeux, comme pour revivre les scènes. Puis il reprend. Je leur donnais une longueur d'avance. Je voulais voir si elles savaient courir. C'était juste un jeu, au début. Le mot tombe dans la pièce comme une lame. Un jeu. Baker baisse les yeux. L'agent du FBI serre les poings. Mais personne ne parle. Hansen continue, presque soulagé. Il décrit les trajets en avion, les coins isolés, les nuits glacées. Il explique comment il les emmenait là-bas, comment certaines tentaient de le raisonner, de le supplier. Elles disaient toujours qu'elles avaient des enfants. Que quelqu'un les attendait. Mais moi, je savais qu'il n'y avait personne. À mesure qu'il parle, les enquêteurs comprennent l'ampleur du cauchemar. Chaque croix sur la carte est une tombe. 33 au total. Mais Hansen n'en reconnaît que 17. Les autres, je ne suis plus sûr, dit-il simplement, comme s'il parlait d'animaux abattus et oubliés. Pourquoi ? Finit par demander Baker. Sa voix tremble malgré lui. Pourquoi leur faire ça ? Hansen hausse les épaules. Parce qu'elle riait. Il marque une pause. Parce que dans la vraie vie, elle riait de moi. Pas elle, mais les autres. Celle d'avant. Il relève la tête, croise le regard de Baker. J'étais invisible. Alors j'ai appris à me faire remarquer. Ces mots glacent la pièce. Derrière lui, le miroir Santin reflète les visages fermés des agents qui observent la scène. Certains détournent le regard. D'autres prennent des notes, la mâchoire serrée. Hansen poursuit, méthodique, précis. Il décrit comment il choisissait ses victimes, toujours des femmes seules, souvent des travailleuses du sexe. Comment il les emmenait dans sa voiture, puis dans son avion. Comment il les forçait à monter, à sourire, à espérer qu'il allait les ramener. Elle croyait toujours que j'étais gentil. C'est pour ça que c'était facile. Quand il parle de la chasse, sa voix change légèrement. Elle devient presque animée, passionnée. Il explique la distance de tir, le bruit étouffé de la balle, le moment exact où la peur devient silence. C'est là que je savais que c'était fini. Pas avant. Les heures passent. La carte se remplit de cercles rouges, chacun correspondant à un corps retrouvé ou supposé. Hansen ne montre aucun signe de remords. Il ne cherche ni excuse ni pardon. À la fin, il soupire. Je ne me souviens pas de toutes. C'était il y a longtemps. Baker arrête l'enregistreur. Le silence s'installe. On n'entend que le grésillement du néon au-dessus d'eux. Dans le couloir, un policier pleure discrètement, appuyé contre le mur. Personne ne dit rien. Cette nuit-là, les enquêteurs quittent le poste à l'aube. Le ciel est pâle, gris. Ils savent qu'ils viennent de regarder le mal en face, dans sa forme la plus banale. Un boulanger, un père de famille, un homme poli. Et derrière ce masque, un chasseur qui traquait des êtres humains comme des proies. Quelques jours plus tard, des hélicoptères survolent la toundra. Les équipes creusent à chaque croix indiquée. À chaque fois, elles trouvent quelque chose. Des ossements, des bijoux, des restes de vêtements. À chaque fois,
Hansen avait raison. Il est resté fidèle à son territoire jusqu'à la fin. Les aveux sont terminés. La carte est pleine, les tombes retrouvées. Devant le tribunal, Robert Hansen s'avance en silence, menotté, tête baissée. Pas de cris, pas de larmes, pas de mots. Il écoute les charges s'accumuler, enlèvement, viol, meurtre, dissimulation de preuves. Quand le juge lit la peine finale, 461 ans de prison, plus la perpétuité, Hansen ne bronche pas. Pas un tic, pas un tremblement. Comme si la sentence ne le concernait pas. Les familles, dans la salle, retiennent leur souffle. Certaines pleurent, d'autres ne réagissent plus. Après 10 ans de silence, leurs filles, leurs sœurs, ont enfin un nom, un visage. Et ce visage n'a rien du monstre qu'elles imaginaient. Il ressemble à n'importe qui. Plus tard, les psychiatres chargés de l'évaluer tenteront de comprendre. Leurs rapports décrivent un homme aux troubles bipolaires, au profil obsessionnel et antisocial, incapable d'empathie. Hansen ne ressent pas la culpabilité, seulement la honte d'avoir été attrapé. Son monde est régi par la domination, dominer la peur, dominer la vie, dominer les autres. Le pouvoir est sa seule émotion stable. Son enfance violente, son bégaiement, les humiliations répétées, tout cela a nourri un fantasme de revanche. Dans sa tête, chaque femme était le reflet de celle qu'il avait rejetée. Chacune devait payer pour la moquerie des autres. C'est ainsi que son esprit a glissé du désir à la haine, puis de la haine à la chasse. Ce qui terrifie le plus, ce n'est pas sa folie, mais sa logique. Hansen n'a jamais perdu le contrôle. Il a planifié, calculé, organisé. Ses crimes ne sont pas ceux d'un esprit brisé, mais d'un homme froidement lucide. Et c'est ce que les enquêteurs retiendront, le mal peut cohabiter avec la banalité. Il peut tenir une boulangerie, sourire à ses clients, aider ses voisins. À Anchorage, les journaux parleront du boulanger tueur, de l'homme qui chassait les femmes comme des animaux. Mais pour ceux qui ont connu Robert Hansen, ces mots ne suffisent pas. Le monstre n'était pas caché dans la forêt. Il vivait juste en face. Son cas deviendra une référence dans les études de criminologie. Le FBI s'en servira pour affiner les bases du profilage moderne. Mais derrière les théories et les schémas, il reste une vérité plus sombre. Si Hansen a pu exister, c'est parce qu'une ville entière a fermé les yeux. Parce que ses victimes étaient des femmes qu'on ne croyait pas. Parce qu'elles appartenaient à un monde qu'on jugeait déjà perdu. Robert Hansen mourra en prison en 2014, à 75 ans, sans jamais avoir exprimé de remords. Jusqu'à la fin, il affirmera qu'il n'a fait que ce que la vie lui avait appris. Et quelque part, dans le froid de l'Alaska, la toundra garde encore les marques de ses pas. Pas celles d'un homme. Celles d'un miroir. Le vent souffle encore sur la plaine d'Anchorage. La neige recouvre tout, comme pour effacer les traces, les erreurs, les visages. La nature a refermé la blessure, mais sous la glace, la terre se souvient. Elle garde le froid, les secrets, et le silence de celles qu'on n'a pas écoutées. Robert Hansen n'est plus. Son nom s'efface lentement des journaux, des conversations, des mémoires. Mais son ombre, elle, reste suspendue au-dessus de la ville. Dans chaque avion qui survole la toundra, dans chaque maison où les lumières s'éteignent un peu trop tôt, il reste ce murmure, l'idée que le danger ne vient pas toujours de la forêt. Qu'il peut porter un tablier blanc, un sourire discret, et vous saluer le matin. Les chasseurs disent que dans certaines zones, on entend encore des cris quand le vent se lève. Peut-être que c'est juste le son des arbres. Ou peut-être que c'est ce qu'il reste des âmes qu'on n'a jamais retrouvées. Il n'y a pas de monstre dans cette histoire. Juste un homme. Et c'est ce qui la rend si effrayante. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait au vu de tous. Derrière un comptoir. Certains monstres chassent dans les bois. D'autres derrière un comptoir. Et vous, quel est votre avis sur cette histoire ? Sur l'homme derrière le monstre ? Dites-le moi en commentaire. Vous venez d'écouter Nocturne. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ces récits sombres et réels, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine histoire.